C'est Cécile du passé qui vous parle. On est dimanche 5, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Je me suis dit que j'allais vous répondre à une de vos questions. Comme ça, vous pourrez voir ça dans un épisode pour quand je ne serai pas là. Il y avait Chantal qui nous demandait ce que je ne tricoterai jamais, par choix ou par flemme. Alors, ça, je pense que quand Amina va voir ma réponse, Amina c'est déjà la réponse, mais je pense qu'Amina rigole déjà là, parce qu'elle sait très bien ce que je vais dire. Donc, la réponse n'est pas si simple, ça a évolué au cours des années. Donc, au début, quand j'ai commencé à tricoter, je pensais faire que des accessoires, des bonnets, c'était en général des bonnets, des châles, peut-être des gants, mais je pensais rien faire d'autre. Donc, ma première chose, c'était pourquoi faire des pulls? Un pull, ça va prendre beaucoup trop de temps, c'est pas la peine. Des pulls, je peux aller les acheter. Entre parenthèses, je peux aussi aller acheter les bonnets, les écharpes, hein, mais bon, c'était voilà. Et bien sûr, très très vite, j'ai commencé à faire des pulls. Ma deuxième chose était pourquoi faire des chaussettes tricotées alors que déjà la laine à chaussettes est très fine. À l'époque, je faisais que des pulls en grosse laine. La laine à chaussettes est beaucoup trop fine. La laine à chaussettes est beaucoup trop chère par rapport. Ça, c'est des idées de débutants. Par rapport au prix d'une paire de chaussettes au supermarché. Et les aiguilles à chaussettes sont microscopiques, c'est vrai. Donc, ça prendrait beaucoup trop de temps et c'est beaucoup trop de travail pour mettre quelque chose sur les pieds que personne ne verra mettre dans ses chaussures. Jusqu'au jour où j'ai fait ma première paire de chaussettes. Pour la petite histoire, ma première paire de chaussettes, en fait, j'ai fait une chaussette. Je les avais faites toutes les deux sur pas en même temps, sur des doubles pointes. C'est comme ça que j'ai appris. Et donc, j'ai fait une chaussette et ça a été tellement le calvaire que j'ai mis tellement de temps et je trouvais ça long, compliqué. Ouais, j'ai pas eu le courage de commencer la deuxième chaussette. Ma chaussette est restée toute seule dans son placard pendant un bon moment, jusqu'au jour où, en allant courir, je me suis blessée une cheville. Et il a fallu que je mette une de ces grosses bottes là pendant un moment. Euh, donc, il me fallait une grosse chaussette parce que dans la botte, bien sûr, c'était l'hiver. Donc, et dans la botte, il me fallait une grosse chaussette parce que ouais, j'avais des bouts de pieds qui dépassaient. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais pouvoir enfin utiliser ma chaussette. Je l'ai mis et pour toutes les personnes qui n'ont jamais essayé de chaussettes tricotées, le mieux, c'est de ne pas essayer, sinon ça va devenir une obsession. Mais voilà, j'avais ouvert la boîte de Pandore, essayé une paire de chaussettes, non, une chaussette tricotée. Donc, il a fallu que je finisse la deuxième et il a fallu que je m'en tricote d'autres. Attendez, je vais vous les montrer ces chaussettes. 2 secondes. Bon, j'ai menti, je ne vais pas vous les montrer parce que je ne les trouve pas. Elles ne sont pas dans mon placard à chaussettes, elles ne sont pas dans le placard à chaussettes de Seb. Elles sont pas, il n'y a plus de linge sale et elles ne sont pas en train de sécher. Donc, la seule solution, c'est que Seb est parti ce matin avec ces chaussettes-là au pied. Et c'est quand même assez drôle parce qu'avec toutes les paires de chaussettes qu'il a, il est parti juste avec celles dont je vous parle. Donc, vous ne les verrez pas. Mais bon, c'était des chaussettes toutes bêtes, Knit Picks, Félicie, dans des tons de vert et bleu. Je vous les montrerai une prochaine fois. Et donc, ça, c'était ma première paire de chaussettes. Et voilà, je suis devenue, comme tout le monde, obsédée par les chaussettes. Faites à la main, et si je voulais plus de chaussettes, il fallait que je me les fasse parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui allait me les faire. Donc voilà, donc maintenant je tricote tout le temps des chaussettes. Je ne sais pas combien de paires de chaussettes on a, mais énormément. Peut-être dans un épisode futur, on comptera les chaussettes ensemble. Super, vous allez m'aider à compter mes chaussettes. Voilà, donc une fois que j'ai commencé à faire des chaussettes, la prochaine chose, je ne ferai jamais des chaussettes aux genoux. Mes chaussettes aux genoux, je les achète. Icebreaker et Smartwool font des très belles chaussettes aux genoux. Donc, pourquoi je ferai des chaussettes aux genoux? Bien sûr, maintenant, je fais des chaussettes aux genoux. Bon, j'en tricote pas tant que ça. En général, je paye quelqu'un pour me faire un grand tube et avec le tube, je fais des chaussettes aux genoux. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est toujours un truc. C'est toujours une limite que j'ai, une limite mentale que j'ai. Je ne comprends pas pourquoi.
je ne veux pas tricoter une paire de chaussettes jusqu'au genou, alors que ça ne me dérange pas d'arrêter une paire de chaussettes à mi-mollet et d'en recommencer une juste après. Euh, c'est le même tricot, c'est la même. Donc, je ne comprends pas. Donc, j'ai peut-être voilà, quelque chose que je ne tricoterai jamais. Non, je ne l'ai pas jamais tricoté, mais que je ne tricote pas souvent. Donc, ça, c'est peut-être la réponse. Mais bon, finalement, euh, après les chaussettes aux genoux, parce que j'en ai quand même fait tricoter aux aiguilles quelques-unes. Euh, la dernière chose que j'avais dit que je ne tricoterais jamais, c'était des chaussettes en laine filée moi-même, en handspun. Et donc j'avais dit que je ne le ferais jamais parce que il était hors de question que je file de la laine pour faire des chaussettes, parce que la laine était beaucoup trop fine et que de filer, ça prend beaucoup trop longtemps pour faire des chaussettes. Euh, ouais, je voyais vraiment pas l'intérêt pour moi. Ma handspun, il fallait qu'elle soit autour de mon cou, ouais, dans un châle ou dans un col, dans un bonnet à la rigueur, mais quelque chose qui se voit pas sur des chaussettes. Ça me prend déjà 15 heures, je sais pas, mais énormément d'heures pour filer de la laine à chaussettes. Enfin, pour filer de la laine, je mets beaucoup de temps pour tricoter des chaussettes. Donc, je me disais que c'était vraiment donner du lard à des cochons et que mes pieds étaient très bien dans de la laine commerciale jusqu'au jour où j'ai fait ma première paire de chaussettes handspun et bon, il n'y a rien de mieux que des chaussettes faites avec de la laine qu'on a filée soi-même. Donc voilà, donc ça non plus, je peux pas dire jamais. Donc voilà, donc je ne sais pas. Là, pour le moment, je dis plus jamais je ferai ça parce que c'est faux, je finis toujours par le faire et après être obsédée et vouloir juste faire ça et certainement pas revenir en arrière. Ah oui, un dernier truc. J'avais juré que jamais je ne ferais deux trucs même. Jamais je ne ferais des jouets. Jusqu'à ce que ma sœur me donne deux nièces et qui sont assez adorables. Ça dépend des jours. Non, mais eh ben, je leur ai fait des jouets. Depuis qu'elles sont nées, ouais, elles ont des petits jouets en crochet ou en tricot. Je ne sais pas si elles les aiment bien tous, mais je les fais. Je déteste tricoter les jouets. C'est ouais, tricoter des animaux en peluche ou quoi. C'est long, c'est fastidieux. Il y a plein de petits bouts à mettre ensemble et tout. Donc, c'est la galère. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein, on ne peut rien faire quand on a décidé d'être la tata la plus cool de la Terre, ce qui n'est pas compliqué, elles n'en ont qu'une, hein. Mais ben, on fait un effort et on fait des jouets. Donc ça, contrairement aux chaussettes, les chaussettes maintenant j'adore les faire, ça je le fais mais vraiment en reculons. Et j'en fais le moins possible. Et dernière chose, j'avais dit que je ne ferais jamais de couverture. Amina fait toujours des couvertures magnifiques. Et je m'étais dit, oh mon Dieu, une couverture c'est bien trop long, jamais je ferai une couverture. J'en ai fait deux. On en parlera dans un prochain épisode, mais j'en ai fait deux, donc c'est encore un truc où je ne peux pas dire jamais. Donc là, pour le moment, je ne dis plus jamais à rien. Je n'ai jamais dit jamais à aucune technique. Il n'y a aucune technique qui m'a jamais fait peur. Je me suis dit qu'il fallait essayer. Après, si j'aime pas, j'aime pas. Par exemple, j'ai essayé brioche, je ne suis pas fan. Ouais, je trouve ça long et fastidieux. Donc, je ne dis pas que je ne ferai plus jamais de projet en brioche, parce que sinon, vous pouvez être sûr que le prochain projet sur mes aiguilles, ça sera de la brioche. Mais bon, ouais, j'ai essayé, ça ne m'a pas plu. Ouais, j'ai essayé tout un tas de techniques qui m'ont plus ou moins plu. Mais voilà, donc j'espère que ça répond à la question. Donc maintenant, je ne dis plus jamais que je ne tricoterai jamais quelque chose. Voilà. Bon, ben, je vous dis à plus tard. Ciao. Et une autre question. Alors, je ne dis pas les noms des gens qui posent des questions parce que des fois, les gens ne veulent pas. Donc, voilà, si c'est votre question, vous reconnaîtrez. Donc, une autre question. Désolée, je bois, mais je prends beaucoup, hein. Depuis que tu es expat, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de la France, des petites choses de la vie de tous les jours? La réponse est oui. Moins qu'avant, mais oui. Alors, quand j'étais aux États-Unis, c'était l'horreur. On va commencer. Bon, il faut d'abord savoir que la situation de la nourriture aux États-Unis s'améliore un petit peu. Mais alors, en 2004, quand je suis arrivée, c'était la catastrophe. Ouais,
les Américains ne mangeaient vraiment pas bien, vraiment pas des ingrédients de bonne qualité. C'était le jour et la nuit par rapport à la France. Pendant 3 mois, c'était la catastrophe. Je ne mangeais rien. Je me cuisinais quelque chose avec ce que je pensais être des ingrédients similaires à ceux que je cuisinais en France. Et c'était horrible. Et il fallait que je jette ce que je jette, ce que j'avais préparé. C'était vraiment pas bon. Et je déprimais. C'était comme si c'était pas possible. Tout était frit, tout était gras, tout était trop salé, tout était horrible. En plus, toute la viande aux hormones et tout. Enfin, c'était la catastrophe. Heureusement, petit à petit, la situation s'améliore. Maintenant, avec pas mal d'efforts, on mange aussi bien aux États-Unis qu'en France. Hein. Peut-être pas de partout, ok, mais on arrive à trouver des aliments aussi bons, d'aussi bonne qualité, pas forcément les mêmes ingrédients, mais à qualité égale. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais il y a toujours des petits trucs qui vous manquent. Quand on était en Indiana, on avait un marché fermier, parce qu'on essaye de manger local le plus possible, de saison. Et on essaie toujours de privilégier les petits producteurs qui élèvent leurs animaux de façon humaine. Donc oui, il faut dire aussi qu'on est pénible entre guillemets. Mais bon, on a des standards pour la façon dont on mange, et parce qu'on peut se le permettre. Oui, donc à Bloomington, en Indiana, on avait un supermarché fermier. Donc on arrivait à trouver toute notre viande et nos légumes là-bas, faits par des petits fermiers du coin qui connaissaient le nom de leurs animaux, qui les abattaient soit eux-mêmes ou dans un abattoir local où ils essayaient de faire très attention. Donc voilà, on n'avait plus de problème de ce côté-là. Bon, il y avait toujours des choses qui nous manquaient. Le fromage. Oui, on pouvait trouver des fromages, mais c'est pas les fromages français, quoi. C'est ouais, les fromages, ça nous manquait beaucoup. On trouvait quelques fromages français, mais bon, il faut savoir que les fromages français, quand ils arrivent aux États-Unis, sont taxés à 300%, donc inutile de vous dire le prix du fromage. Mais bon, quand tu es vraiment en manque, tu en achètes. Mais bon, les fromages qu'on trouvait, c'était les fromages qu'on trouve en France de base au supermarché, qui sont très bien, mais qui ne sont pas les meilleurs fromages de la terre non plus. Donc le fromage me manquait beaucoup. La charcuterie, les Américains, même s'ils essayent, pour le moment, ils sont pas, la charcuterie, c'est toujours pas le niveau de la France. Donc voilà, donc imaginez une raclette en Indiana avec du fromage qui n'est pas trop de goût, de la charcuterie pas terrible. On en faisait quand même, on était contents, mais ça n'a rien à voir avec une raclette de base qu'on peut faire en France. Qu'est-ce qui me manquait d'autre? Alors vous allez rire, mais il me manquait ça. Attendez, ils sont juste au-dessus de moi. Donc oui, il me manquait ça. Hop, ils sont à l'envers. Des dinosaures. Oui, donc je pouvais trouver des petits biscuits secs, des cookies américains plus ou moins bons. Il y en avait des très bons. Une fois que tu as essayé toutes les marques du supermarché, tu arrives à trouver. Mais voilà, pas de dinosaures. Donc pendant 15 ans d'États-Unis, si tu venais me voir de France, tu n'avais pas le choix. Si tu voulais que je vienne te chercher à l'aéroport, il fallait que tu m'amènes des dinosaures. Et oui, je sais, c'est pour les enfants, c'est pas très bon, mais c'est pas grave. Chacun sa Madeleine de Proust, la mienne, c'est les dinosaures. Donc oui, dinosaurus. Quand je rentre, en général, je rentre en France une fois par an. Quand je rentrais, quand j'habitais aux États-Unis, que je rentrais, je me ramenais, je sais pas, 10-15 paquets de dinosaurus pour me faire l'année ou pour me faire le temps que ma mère vienne nous voir. Voilà. Donc, c'est ce qui me manquait le plus. Mais vous pouvez être sûr que quand je rentrais en France, j'avais une liste longue, grande comme ça, de trucs qu'il fallait que je mange, que je n'avais pas mangé depuis plus d'un an. Des poissons frais. Oui, parce que quand on vit en Indiana, le poisson, la première mer est quand même assez loin. Donc, le poisson était, on va dire, pas le plus sustainable. Non, je ne sais pas comment on dit, mais pas le plus responsable. Enfin, il fallait le faire venir de loin. Je n'arrive plus à trouver mon mot là, mais pas le plus. Je vais regarder sur Google et je reviens.
responsable. Je n'ai pas eu le temps de regarder sur Google. Voilà. Donc, on mangeait très peu de poissons. Le seul poisson qu'on mangeait, c'était du saumon. En fait, tous les ans, il y avait un mec de Bloomington qui allait vivre 6 mois en Alaska, qui pêchait du saumon pendant 6 mois, qu'il congelait et après qui rentrait en Indiana avec tout son saumon et il le vendait. Donc, c'est le poisson le plus local qu'on pouvait avoir. Donc, on mangeait pas mal de saumon, mais c'est tout. Donc, oui, quand je rentrais à Marseille, je peux vous dire poisson frais, coquillages, ouais. En général, aux États-Unis, les coquillages qu'ils mangent, ils les mangent frits. C'est quand même un peu horrible de, de faire frire des huîtres ou des trucs super bons. Et, bon, c'est pas mauvais frits, mais je les préfère frais. Donc voilà, plateau de coquillages, poisson frais. Donc quand j'étais aux États-Unis aussi, c'était impossible de trouver du boudin. Donc boudin, fromage à gogo. Dessert, bah oui, j'ai failli oublier. Le problème des États-Unis aussi, le pain, les viennoiseries. Oui, on peut trouver du pain et des croissants, mais beaucoup moins bon qu'en France. Donc, pain, viennoiserie. Je ne suis pas quelqu'un qui mange des gâteaux tous les jours ou qui mange un croissant tous les matins. Quand je suis en France pour 2 semaines, oui, je mange pain, chocolat, croissant, chaussons pommes, ce que vous voulez. Un tous les matins, tant pis. Et c'est pas bon pour la santé, mais c'est 2 semaines par an, c'est pas grave. Du pain, quand je rentre en France, je dois me descendre une baguette par jour. Oui, donc voilà, du pain. Alors, depuis qu'on est à Montréal, la situation s'est beaucoup améliorée parce que à Montréal, il y a énormément de Français. J'aimerais bien savoir combien on est, mais partout. Tu entends parler avec l'accent français de partout. Donc, il y a beaucoup de nourriture importée de France. On trouve les dinosaures ici, dans un magasin. Je ne suis pas encore allée parce que bon, ceux-là, c'est quand les parents de Seb sont venus, ils nous les ont ramenés. Mais il y a un magasin ici où tu peux en trouver au moins un magasin, il y en a peut-être d'autres. Après, côté, je vous disais, charcuterie, fromage, bon, bah, ici, c'est aussi bon qu'en France. La boulangerie, viennoiserie, c'est aussi bon qu'en France. Donc, il n'y a plus grand-chose qui me manque. Franchement, la seule chose qui me manque encore, c'est les yaourts. Alors, hier, je pensais à cette question et hier, je suis allée au supermarché, j'ai pris en photo le rayon yaourt. Je vais le mettre ici. Donc voilà, vous avez vu le rayon yaourt et c'était au supermarché normal, hein, c'était pas la petite supérette du coin. Enfin, ils sont tous cette taille-là. En France, le rayon yaourt, déjà, on ne dit pas le rayon yaourt, on dit les rayons yaourt, je pense, parce qu'il y a, je ne sais pas combien de sortes de yaourt. Oui, donc il y a le rayon yaourt normal, puis après il y a le rayon, je ne sais pas, danette, flan, mousse. Je sais, moi, la dernière fois, j'ai vu dans le frigo de mon père, oh, c'était génial, des petits desserts lactés de la crémière. Là, je ne sais plus, il y avait tarte tatin, mousse au chocolat. Enfin, ouais, voilà, des trucs comme ça. Ici, ça n'existe pas. Aux États-Unis non plus, mais ici, ça n'existe pas. Donc, un truc qui manque, c'est les marrons suisses. Ouais, non, la fille, on dirait qu'elle mange comme une petite de 5 ans, dinosaurus et marron suisse. Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice. Non, mais oui, donc tous les petits desserts laitiers comme ça, ouais, voilà, ou les petites mousses au chocolat, des petits chocolats liégeois. Donc, ça n'existe pas ici. Donc, quand je rentre en France, il me faut ça en dessert. Sinon, on trouve tout le reste. On trouve...